Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai déjà tourné la vidéo, ça m'a pris 55 minutes et en fait je me suis rendu compte malgré des tests annexes que il n'y avait pas de son. Donc 50 minutes à foutre en l'air, je suis un petit peu voilà, donc je recommence, j'espère que cette fois ça va fonctionner. J'ai un nouvel ordinateur portable, donc je tourne avec lui, avec la webcam intégrée, avec le son intégré, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que le son sera pas trop pourri, que niveau lumière ça sera pas trop dégueulasse non plus. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils à me donner niveau achat de matériel, notamment d'un micro qui pourrait réduire un petit peu les problèmes de son, de bruit parasite, parce qu'en fait j'ai une ventilation assez forte dans mon nouvel appartement. Voilà, j'attends vos conseils. J'aimerais aussi à terme m'acheter un appareil photo qui pourrait faire office de caméra. Mais niveau budget, je suis un petit peu ric-rac en ce moment. Voilà, donc si vous avez des conseils qui pourraient me permettre d'améliorer ça sans trop taper dans mon budget, là je suis un petit peu ruinée entre déménagement plus nouvel ordinateur. J'avoue que j'ai pas trop 500 € à mettre dans un nouvel appareil photo. Si vous pouviez me trouver un petit micro pour commencer à 20 €, ce serait pas mal. Voilà, c'est plus ça mon budget en ce moment. Donc pas grand chose à vrai dire, donc j'espère que niveau qualité ça ira, en tout cas pour commencer. Ça fait presque 3 mois que j'ai pas tourné de vidéo, donc parce que j'ai déménagé, parce que j'ai eu des soucis personnels, donc j'ai pas trop la tête à ça, parce que mon ancien ordinateur dans le nouvel appartement avec la ventilation, j'avais testé, c'était une catastrophe niveau son, donc c'était même pas la peine. Voilà, je reviens aujourd'hui avec la volonté de vous présenter mes acquisitions du mois de mars. Je ne fais pas un point lecture aujourd'hui, parce que comme ça fait 3 mois que je n'ai pas tourné de vidéo, je n'ai plus trop l'habitude de parler de la lecture correctement. Donc là, je me suis dit que j'allais commencer par quelque chose de simple, c'est-à-dire vous présenter mes dernières acquisitions, ce qui est plus facile. Et je commence tout de suite avant que ça dure à nouveau 50 minutes. Je commence par vous présenter un troc que j'ai reçu grâce au site TrocZone. C'est un des tomes de la saga Jane Austen Détective, donc celui-ci s'appelle Jane Austen et le Révérend. Je crois que c'est le deuxième tome de la saga. C'est par Stephanie Baron. Donc là, je sais pas quelle maison d'édition c'est. A priori, c'est un truc pas très connu. Librairie des Champs-Élysées. Hachette Livre, je sais pas trop. C'est un truc un peu bizarre. Donc je suis un petit peu déçue par cette maison, par cette édition-là, puisque j'ai 3 ou 4 autres tomes de cette saga aux éditions Poche du Masque, collection Labyrinthe. Donc en fait, dans le dos, dans la bibliothèque, ça ressemble à ça. Et là, ça ressemble à ça. Donc c'est pas exactement la même chose. C'est un petit peu dommage, ça va être dépareillé. En même temps, l'important, c'est l'intérieur du texte. Mais je suis quand même un petit peu déçue. Alors, c'est quoi l'histoire? En gros, l'auteur décide de mettre en scène Jane Austen. Jane Austen, auteure anglaise qu'on connaît très bien, qui est hyper connue et appréciée de tous, moi la première. Là, on la met en scène dans son quotidien, donc c'est un petit peu biographique, en même temps c'est quand même très romancé et il y a beaucoup de choses à inventer. Et notamment, on la met en scène en tant que détective. Elle vit sa vie, elle va dans sa famille, elle va voir des amis, et en fait sur son passage il y a des crimes qui sont commis, elle va jouer les détectives. J'avais bien aimé le premier tome, qui est celui-ci. Je ne vous lis pas le titre pour vous épargner mon horrible accent anglais, je vous laisse le lire. Ce que j'avais bien aimé ce premier tome, j'avais trouvé quelques petites longueurs, mais en même temps l'enquête m'avait plu. Il y a un petit côté, si vous voulez, arabesque, Jessica Fletcher, enquêtrice. C'est une série que j'aimais bien quand j'étais gamine. Ça a pas mal vieilli maintenant, il faudrait que je revoie. Voilà, donc là, dans cette saga-là, évidemment, on est à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, au moment où la vraie Jane Austen a vécu. Donc niveau contexte, c'est pas la même chose, mais en même temps, le côté polar, détail un petit peu disséminé partout, mais que seule l'enquêtrice peut découvrir.
voilà, c'est un petit peu la même chose. Cette série se rapproche assez de la série télé Arabesque pour ceux qui connaissent. Voilà, donc un premier truc. Ensuite, j'ai fait un achat sur internet, je me suis commandé un DVD que je ne vous montre pas cette fois puisque c'est pas trop le propos, et je me suis également acheté ce livre-là qui s'appelle L'épouse de bois de Terry Windling aux éditions Les Moutons électriques dans la collection La bibliothèque voltaïque. Je remercie infiniment Librement Accro qui m'a fait découvrir ce livre qui a été réédité il y a quelques mois au livre de poche. Donc vous pouvez vous le procurer pour moins de 10 € parce que cette édition-là en fait 26. Mais je tenais absolument à l'avoir aux Moutons électriques puisque c'est une maison que j'apprécie. Et en plus, le format permet de plus profiter de cette magnifique illustration signée Brian Froud. Que vous dire? Donc oui, je remercie Librement Accro qui m'a fait découvrir ce livre-là, puisqu'elle m'a dit il faut que tu le lises, ça va te plaire. Alors pourquoi c'est censé me plaire? Puisque ça se passe dans un contexte particulier avec le peuple féerique. Donc là, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est qu'on a l'habitude, généralement quand on parle du petit peuple, d'imaginer les terres irlandaises ou l'Europe assez luxuriante, la forêt de Brocéliande, la forêt anglaise, tout ça. Et bien là, on est complètement catapulté dans un autre contexte puisqu'on se retrouve dans le désert et la montagne en Arizona. Donc c'est hyper bizarre, mais en même temps ça fonctionne hyper bien. Donc le petit pitch pour vous expliquer rapidement l'histoire, c'est l'histoire de Maggie Black qui est une auteure de 40 ans environ qui finalement hérite d'une maison en campagne de l'Arizona. C'est la maison du défunt David Cooper qui était un poète avec lequel elle correspondait depuis assez longtemps et assez assidûment. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Mais bizarrement, il meurt, il lui lègue sa maison et tout ce qu'il y a à l'intérieur, notamment les tableaux de sa défunte femme qui s'appelle Anna Navera, je crois. Voilà, et qui peignait des choses qui ressemblent étrangement aux œuvres de Brian Froud. Voilà, donc on est catapulté dans cette montagne d'Arizona, les coyotes hurlent au milieu de la nuit, il y a des cerfs blancs, un cerf blanc en tout cas, qui se balade au sommet de la montagne, il fait hyper chaud, il y a le désert, les cactus. Je trouve que le contexte est hyper bien rendu, on s'y croit vraiment, et il y a quelques petites touches de surnaturel qui apparaissent de ci, de là, qui m'intrigue énormément. J'en suis à la page 175 sur un peu plus de 300, donc j'ai vu un peu plus de la moitié. Je le savoure parce que j'ai pas trop le temps de lire en ce moment, mais en même temps ça me fait plaisir de prendre mon temps puisque c'est une histoire qui est vraiment intrigante et qui est vraiment dans la lignée de ce que j'apprécie. Et là, une nouvelle fois, on va relier poésie, art et peuple féerique, un petit peu comme dans le livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que j'ai oublié de sortir pour vous montrer, qui s'appelle L'ensorceleuse de Elizabeth End, qui m'avait complètement chamboulée. Je sais même pas s'il m'a plu ou pas ce bouquin, mais dans cette histoire-là, on reliait la peinture pré-raphaélite au petit peuple et notamment à une fée qui était devenue la muse de grands peintres comme Rossetti. Je trouve que le mariage poésie, peinture, monde féerique s'accorde à merveille et je suis hyper contente de retrouver ce mariage-là dans L'épouse de bois. Et justement, je trouve que l'illustration de couverture résume parfaitement tout ce que je viens de vous dire. Si vous n'êtes pas amoureuse de cette illustration de couverture, je ne sais pas quoi vous dire de plus. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir acheté ce bouquin, je ne le regrette pas. Et je remercie une nouvelle fois Accro Librement qui m'a permis cette découverte. Je pense que ça va être une lecture qui va me marquer assez longtemps. Ensuite, au début du mois de mars, il y avait le salon des oniriques à mes yeux. J'ai été bénévole le samedi. Mais qui dit bénévolat dit forcément petit tour des auteurs et achats, forcément. Donc entre deux services de café et entre deux comptages de haricots magiques à l'entrée pour faire les statistiques, je me suis déplacée sur les stands, j'ai fait des petits coucous aux gens que je connaissais, et puis j'ai acheté, forcément.
Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est American Face de Anne Fakhouri et Xavier Dolo. Xavier Dolo qui est plutôt connu sous son vrai nom je crois, qui est Thomas Géa. Voilà. Donc aux éditions, excusez-moi j'ai oublié de vous le dire, aux éditions Critique. Je suis allée voir Anne Fakhouri qui était là, puisque dernièrement j'ai lu son premier tome du Clairvoyage, voilà, aux éditions de la Talente Jeunesse, que j'ai acheté aux Imaginales 2014, donc l'année dernière, et que j'ai beaucoup aimé, qui se passe dans le monde féerique, encore une fois. Donc là, c'est vraiment jeunesse, enfin vraiment jeunesse, c'est jeunesse, mais ça peut tout à fait être lu par des adultes, la preuve, je suis adulte et j'ai beaucoup aimé. On suit une petite héroïne qui se retrouve à la lisière entre le monde, notre monde à nous, et le monde féerique, et il y a une guerre entre les fées et les humains. Elle se retrouve au milieu de tout ça, évidemment, elle est la clé un petit peu de toute l'histoire. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé et j'avais envie de lire autre chose de Anne Fakhouri. Je me suis penchée sur ce livre-là, puisque déjà, niveau objet, il est super beau, il est relié, donc il est en dur, et en même temps, c'est le pitch qui m'a parlé, puisque ça se passe dans le Chicago des années 20, avec tout ce qui implique cette époque-là, c'est-à-dire les gangsters, Al Capone, la prohibition, le Charleston, tout un contexte que je trouve déjà super sympa. Et en plus, Anne Fakhouri m'a dit qu'il s'était beaucoup amusé avec son compagnon d'écriture, puisque ils avaient intégré le petit peuple irlandais, les fées, mais de façon totalement détournée. Ils s'étaient énormément amusés à écrire ça. Donc par exemple, elle m'a dit que les nymphes sortaient des égouts de la tuyauterie, je sais plus exactement, mais bon, en gros, vous voyez l'idée. Donc c'est détourné, c'est fun, et a priori, c'est plutôt très sympathique. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce roman. Ensuite, je suis allée faire un tour sur le stand du Chat Noir, maison d'édition que j'apprécie beaucoup, qui ne me déçoit jamais. J'ai beaucoup de livres de leur collection, j'ai quasiment toutes leurs publications, ou en tout cas à terme j'aimerais bien avoir toutes leurs publications. Et là, il y avait leur dernier né qui était là en exclusivité, qui s'appelle Black Mambo. C'est un recueil de 3 novellas écrites respectivement par Sophie Daba, Morgane Kossarieu et Vanessa Terral. Donc là encore, ça parle de magie, mais de magie primitive en Afrique. Donc les 3 nouvelles, de 3 magies en Afrique, ça se passe pas en Afrique, mais c'est la magie primitive qui vient d'Afrique. Voilà, c'est ce que je voulais dire, puisque les 3 histoires ne se passent pas forcément en Afrique. La première, justement, se passe à la Nouvelle-Orléans. Donc ça parle de vaudou, de cajun, etc. Donc ambiance un petit peu, j'ai envie de dire, Anne Rice, la communauté du Sud, un petit peu humide, glauque, un petit peu bizarre. La deuxième histoire se déroule à Marseille. Donc là, il y a des meurtres rituels, c'est la culture tribale. Et la troisième histoire se déroule au Maghreb, avec les djinns qui sont, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, les génies dans le monde arabe. Voilà en gros pour la base de ce recueil de novellas, qui me fait un petit peu penser à un ou plusieurs épisodes de Buffy, pour ceux qui ont suivi la célèbre série télé, épisodes dans lesquels la tueuse fait un petit peu un retour aux sources, un voyage initiatique, dans lequel elle va rencontrer la tueuse des origines, un petit peu comme ça, donc elle se retrouve en plein milieu du désert, elle fait un rituel avec des bouts de bois, des tam-tams, et bah, ça me fait un petit peu penser à ça, le pitch de ce recueil. Si je l'ai acheté également, c'est parce que j'ai déjà eu l'occasion de lire Sophie Daba et Vanessa Terral, soit en format roman pour Vanessa Terral, soit en format nouvelle pour Sophie Daba, et les deux auteurs m'avaient séduite aussi bien par leur plume que par leur imaginaire, donc j'avais envie de renouveler l'expérience. Et j'ai aussi acheté ce recueil-là, puisque j'avais très envie de découvrir Morgane Kossarieu pour la première fois. En plus, elle était là aux Oniriques, donc c'était d'une pierre, un peu d'une pierre deux coups. Ça fait plusieurs fois que je la vois en salon du livre. À chaque fois, je n'achète pas ces livres parce que pour X raisons. Et à chaque fois, je me dis, allez, il faut vraiment que tu lises cet auteur qui a l'air très original et qui, a priori, devrait te plaire. Et à chaque fois, je sais pas, pour X raisons, je n'achète pas, je ne lis pas. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais.
elle est là, tu achètes le recueil de nouvelles et tu vas le faire dédicacer. Donc pendant qu'elle me dédicaçait Black Mambo, j'ai regardé les livres qu'il y avait devant elle, puisqu'il y avait ces autres romans, et j'ai vu Je suis ton ombre aux éditions Mnenos. C'est en lisant le pitch que je me suis dit, tant qu'à faire, autant acheter des livres de Morgane Faussarieux, je vais acheter un roman, je vais la découvrir dans le format nouvelle grâce à Black Mambo, mais j'ai aussi envie de la découvrir dans un format un peu plus développé, donc dans un roman, avec celui-ci. Et pourquoi celui-ci en particulier? Parce que c'est présenté comme un conte fantastique. Le petit héros s'appelle Poil de Carotte, est surnommé Poil de Carotte. Apparemment, il un peu souffre des douleurs de ses camarades, et ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Et apparemment, il voit des choses bizarres, il voit des fantômes, des chats noirs, des trucs dans la nuit, un peu bizarre et effrayante. Le contexte, l'atmosphère, un petit peu comme ça, conte fantastique, ça me plaît énormément. Je suis hyper trouillarde, mais ça fonctionne tellement bien avec moi que c'est une atmosphère qui me plaît. C'est pour ça que je me suis laissée tenter. Et j'ai bien fait, puisque ce roman-là, donc Je suis ton ombre, on l'a appris le dimanche, donc le lendemain de mon achat. Le roman a reçu le prix roman francophone pour le prix Bob Moran. Voilà, donc j'ai bien fait, j'ai eu le nez, j'ai bien fait de prendre celui-ci. Ensuite, je suis allée voir Eric Lhomme, qui était l'invité d'honneur du Salon Les Oniriques cette année. J'avais lu quelques jours avant, et dans l'optique de le rencontrer aux Oniriques, le premier tome de A comme Association, qui est une série jeunesse qu'il a écrite en collaboration, donc en association, avec son grand ami Pierre Bottero, qui est malheureusement décédé en 2009. Donc Pierre Bottero avait écrit 2 tomes de son côté, puisqu'en fait, un petit peu le principe de cette saga, c'est que chaque auteur écrit un tome et ils sont alternés. Donc le premier tome a été rédigé par Eric Lhomme, le deuxième par Pierre Bottero, et etc. Le troisième par Eric Lhomme, le quatrième par Pierre Bottero, et ensuite c'est Eric Lhomme qui a fait les 4 derniers, puisqu'il y en a 8 en tout, si je ne dis pas de bêtises. Donc le premier tome m'a plu, j'avais envie d'acheter le deuxième, donc j'ai profité de la venue d'Eric Lhomme pour l'acheter. Donc évidemment ce deuxième est signé Pierre Bottero, puisque je vous l'ai expliqué, c'est des tomes qui sont pas en alternance. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et Rajo Édition en collaboration. C'est du fantastique contemporain. Dans le premier tome, on suivait Jasper, qui est un adolescent qui est stagiaire pour l'organisation qui s'appelle l'Association. En fait, il a des pouvoirs magiques et il est embauché pour réguler un petit peu les actions, les allées et venues des créatures surnaturelles qui se baladent dans notre monde contemporain. Donc, on a rencontré des vampires et des démons dans le premier tome. Et dans ce deuxième tome, on va découvrir l'autre héroïne. C'est une jeune fille qui s'appelle Oum et qui a 18 ans. C'est elle qui a la parole dans ce deuxième tome, puisque le premier tome était du point de vue exclusif de Jasper, qui nous racontait son histoire à la première personne du singulier, à la manière d'un journal. Et là, cette fois, on va suivre la voix de Oum, qui apparemment est une jeune fille très sympathique et qu'on apprécie beaucoup. Donc j'espère que ce deuxième tome me plaira, et si c'est le cas, je continuerai la lecture des tomes suivants. Enfin, dernier achat assez impulsif, alors qu'on s'ennuyait, oui, au bout d'un moment j'en avais un peu marre de compter les haricots à l'accueil, donc je me suis retournée et derrière il y avait le stand des éditions Baliverne, qui est une maison d'édition que je trouve hyper séduisante. Le stand était déjà présent au salon de la Fantaisie en Beaujolais au mois de novembre, mais j'étais déjà hors budget, j'avais déjà trop acheté, donc j'avais regardé les albums mais j'avais rien acheté. Et cette fois-là, je me suis laissée tenter et j'ai pris À l'orée des fées de Lénia Major et illustré par Cathy Delancey. Donc c'est déjà visuellement les images qui m'ont attirée. Chaque double page va nous présenter une petite fée. Donc là vous avez Grisette par exemple, donc vous avez l'image plus l'explication à côté. Vous avez Croquant. Voilà. Donc, au début ce sont les images qui m'ont attirée, et puis ensuite j'ai vu que c'était écrit par Lénia Major,
Lemia Major, qui est une auteure que j'avais découvert grâce à sa trilogie qui s'appelle La fille aux licornes aux éditions Talent Haut, trilogie que j'avais beaucoup appréciée et qui allait crescendo. Le premier tome m'avait plu, mais ensuite le deuxième et le troisième, ça avait été une explosion, j'avais adoré. Voilà, donc c'est une auteure qui est très sympathique. J'avais eu l'occasion de la rencontrer il y a 2 ans dans un petit salon lyonnais. Et donc là, quand j'ai vu l'album et j'ai vu que c'était elle qui était à la plume, j'ai pas hésité, donc j'ai acheté À l'orée des fées aux éditions Balivia. Voilà pour mes achats. Depuis le début du mois de mars, j'ai également reçu quelques services presse et je vais vous les présenter tout de suite. Donc je commence par Spice and Wolf, le premier tome aux éditions Ophelb. Donc c'est écrit par Izuna Azekura et c'est illustré par Jiyu Ayakura. Comme vous pouvez vous en douter avec les noms, c'est japonais. C'est une série qui a un succès fou au Japon et les jeunes japonais adorent cette série. Ça a tellement de succès qu'il y a une adaptation où il va y avoir une adaptation en anime et en manga. Et là en France, ça arrive grâce à la traduction proposée aux éditions Ophelb. Donc la petite particularité de cette édition, c'est que ce premier tome contient les 2 premiers tomes de l'édition japonaise. C'est un petit peu une intégrale si vous voulez. Donc au Japon, je pense qu'il y a au moins 17 ou 18 tomes. Donc il va falloir s'attendre à au moins 9 tomes en français. Alors ça parle de quoi? Ça parle de Holo, qui est la déesse de la moisson, qui est une louve à la base, et en fait elle peut prendre l'apparence d'une très belle jeune fille. Et ça va être un petit peu un voyage initiatique. Je ne sais plus pour quelle raison elle part en voyage, elle va faire beaucoup de rencontres, et ça va être un petit peu une quête d'identité. Ce qui est sympa dans ce bel ouvrage, c'est qu'il y a pas mal d'illustrations, notamment des illustrations en couleur au début du roman. Je ne vous les montre pas toutes, il n'y en a pas énormément, il y a 6 ou 7 pages je crois, donc au début, et puis à la fin, si le livre veut bien que je vous les montre. Donc voilà, c'est en couleur, c'est plutôt sympa, c'est même plutôt très joli d'ailleurs, quand je vois voilà, cette double page là, je trouve ça très beau. Et puis à l'intérieur, vous avez pas mal d'illustrations en noir et blanc. Donc il n'y en a pas à toutes les pages non plus, mais il y en a quand même très régulièrement. Je vous en montre une deuxième. Voilà, donc en noir et blanc. Donc ça lit pas mal de texte. Le texte, pardon. J'espère que je vais être autant séduite que les jeunes japonais. J'essaie de vous en parler très vite. Normalement oui, puisque c'est un service presse, donc il faut que je le lise assez rapidement. Ensuite, j'ai reçu en début de semaine ou en fin de semaine dernière un livre de la part des éditions Baudelaire, que je remercie une nouvelle fois évidemment. Donc ça s'appelle La danse pourpre de Jem Garcia Casillas. C'est un pavé énorme, ça fait quasiment 900 pages. Donc j'avoue que ça me fait un petit peu peur. En même temps, quand j'ai vu le synopsis, ça m'a donné envie. Pourquoi? Parce que ça m'a fait penser au Da Vinci Code. Alors je sais que le Da Vinci Code, que j'ai lu il y a 7 ou 8 ans, je crois que c'était en 2007 ou 2008, voire plus, enfin, il y a plus longtemps, m'avait vraiment séduite. Je sais que c'est un livre qui est énormément décrié, notamment par les spécialistes d'histoire de l'art et de religion, théologie. Mais moi, en fait, c'est pas tellement l'exactitude du fond qui m'avait plu, mais plutôt le côté suspense, chasse au trésor et rythme très haletant de ma lecture. J'avais dévoré ça en 2 jours, je pense. C'est quand même un coup pavé, le Da Vinci Code aussi, mais j'avais pas pu m'arrêter. Je me souviens, c'était pendant l'été, et c'était un été orageux, et donc j'avais pas internet ni rien, puisque l'orage était assez violent. Et donc je lisais, limite à la lumière de la bougie, mais j'ai un souvenir assez fort de ce roman, de cette lecture. Et en fait, quand j'ai vu le synopsis de La danse pourpre, ça m'a un petit peu fait penser à ça. Et j'ai très envie de retrouver les mêmes sensations que j'avais eues pendant ma lecture du Da Vinci Code. C'est pour ça que j'ai accepté de recevoir cet énorme pavé. Donc on nous dit que ça se passe de l'Antiquité à nos jours, entre Paris et Londres, en passant par les steppes hongroises et les landes écossaises. Il y a d'obscures prophéties qui se mêlent à d'anciennes légendes. Voilà, et ça parle de codex, de tout ça. Je me dis que ça peut être pas mal. En tout cas, ça m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de m'y plonger.
En même temps, vu que ça fait 900 pages, à mon avis, ça va m'occuper un petit moment, donc je suis pas sûre de pouvoir vous en parler très vite. En même temps, si je suis complètement plongée dans l'histoire, je vais peut-être pouvoir le lire en quelques jours. C'est qui tout double en fait avec ce genre de livre. Soit on accroche et on lit les 1000 pages en 5 jours, soit on traîne ça comme un boulet. Donc j'espère plutôt que ce sera la première solution pour moi. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de la part des éditions de Noël. Des éditions de Noël qui m'ont proposé un partenariat depuis le début du mois de janvier. Je n'ai reçu pour le moment que la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald, si je ne dis pas de bêtises, qui est suédoise. Donc un texte contemporain qui m'a pas mal plu, qui m'a fait passer un très bon moment. Des éditions de Noël, avant cette lecture-là, je ne connaissais que leur collection Lune d'encre, qui est la collection imaginaire, puisque j'avais lu Morwena de Jo Walton et Roi du matin, reine du jour de Ian MacDonald, 2 textes qui m'avaient beaucoup plu. J'avais trouvé que dans le style c'était de qualité et que c'était vraiment adulte pour le coup. Hein. C'est pas du tout de la young adulte. C'est vraiment intelligemment pensé et écrit. Non que la young adulte soit pas intelligente, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais généralement c'est quand même, on va quand même vers des choses assez simplistes dans la young adulte. Là c'était vraiment 2 lectures imaginaires adultes. Voilà, donc j'étais curieuse, tout ça pour dire que j'étais curieuse de découvrir d'autres choses, d'autres genres proposés par les éditions de Noël. Donc j'ai accepté avec très grand plaisir et je les remercie de recevoir Le Maître des Insectes de Stuart Treble. Donc c'est dans la collection Suspense. C'est un thriller. Ça se passe à Londres dans les années 60. Le héros s'appelle Jonathan. Il se réveille un matin sur le sol du salon, il a les mains pleines de sang et il découvre à côté de lui le corps de sa femme sans vie. Voilà, donc il se souvient plus ce qui s'est passé, il sait juste qu'ils se sont disputés et après trou noir. En même temps, Jonathan est le tuteur de son grand frère qui a un handicap mental et ce grand frère en fait il est passionné par les insectes, d'où le titre du livre je pense. Voilà, donc le pitch de départ c'est ça. Euh, on ne sait pas trop qui est le coupable. Est-ce que c'est Roger, ce passionné des insectes avec le handicap mental? Est-ce que c'est Jonathan? Mystère. En tout cas, moi, ce qui m'a intriguée dans cette histoire, c'est la présence des insectes dans un thriller. Alors, c'est hyper bizarre, mais ça me fait penser un petit peu au Silence des agneaux. Je crois que c'est dans le premier, hein, où les enquêteurs découvrent un papillon sphinx bombix dans la bouche d'une victime. Et en fait, quand j'étais gamine, c'est hyper bizarre, mais je voulais être soit entomologiste, donc c'est l'étude des insectes, soit médecin légiste. Donc quel est le lien entre les deux? C'est, je trouve personnellement fascinant, mais assez dégoûtant hein, pour ceux qui... Enfin, c'est super bizarre. En fait, les médecins légistes arrivent à retracer un meurtre, à connaître la date exacte du meurtre grâce aux insectes qui malheureusement se retrouvent sur les cadavres, notamment les mouches et les larves de mouches. Et en fait, selon le degré d'évolution de l'œuf de la larve et les conditions de putréfaction du corps, un peu dégueulasse, je suis désolée, ils vont pouvoir donner l'heure exacte du meurtre. Voilà, donc, je trouve ça passionnant, ça m'a toujours passionné. Et quand il y a un thriller avec bizarrement des insectes, ben ça, voilà, ça m'intrigue, ça me donne envie de le lire. Je sais, c'est bizarre, mais je trouve ça passionnant. Voilà. Bon, rassurez-vous, j'ai complètement changé de voie. Hein. Je suis ni entomologiste, ni médecin légiste. Je travaille en bibliothèque. Comme quoi, on fait tous des erreurs parfois. Mais c'est toujours un sujet qui me parle bien, que ce soit à niveau dans les films ou dans les bouquins. Voilà, le deuxième service presse que j'ai reçu grâce à De Noël, que je remercie encore. Donc là, pour le coup, c'est dans la collection Lune d'encre. C'est Le voyage de Simon Morley de Jack Finney. Voilà, donc il y a un petit bandeau, puisque apparemment ce livre a reçu le Grand Prix de l'imaginaire, meilleur roman étranger. Alors c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de voyage dans le temps, et en fait dans cette histoire, on nous dit que pour voyager dans le temps, on n'a pas besoin d'une machine,
il suffit de s'imaginer, de s'imprégner de l'époque, de vivre comme dans l'époque, de penser comme à l'époque, et en fait on est catapulté dans l'époque à laquelle on pensait. Voilà. Donc le héros qui s'appelle Simon Morley, lui, eh ben, il commence à se comporter comme un homme de la fin du 19e siècle, dans un vieil homme de New York, et au fil des jours, après des jours d'efforts et d'attente, on nous dit le miracle se produit. Donc je me demande ce qui va se passer. Cette histoire d'imprégnation, ça m'intrigue. Ce qui est assez amusant, enfin assez étrange dans ce livre, dans ce roman, c'est qu'il y a pas mal d'illustrations en noir et blanc, enfin pas mal, quelques-unes. Alors je me demande ce que ça fait là, parce que c'est assez rare quand même qu'il y ait des illustrations dans les romans, à moins que ce soit des romans graphiques, mais là pour le coup c'est pas le cas. Je sais pas, est-ce que ça a vraiment un intérêt, a une importance dans l'histoire, ou est-ce que c'est juste comme ça, pour illustrer un petit peu le Londres du 19e siècle, je sais pas. Voilà, il y en a quelques-unes. Je vous dirai dans quelques temps si ça avait vraiment une importance capitale dans le roman, ou si c'est juste histoire d'illustrer un petit peu le texte. Voilà pour les services presse. Je termine en vous présentant 2 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Le premier, je l'ai emprunté il y a quand même quelques semaines, je l'ai toujours pas ouvert, mais je suis contente de l'avoir emprunté. C'est Vert, Histoire d'une couleur de Michel Pastoureau aux éditions Seuil. Michel Pastoureau, c'est un peu le spécialiste de la symbolique des couleurs. C'est un auteur qui est en même temps un spécialiste, un chercheur qui est en même temps hyper abordable. C'est des sujets très pointus, mais ouais, voilà, c'est abordable. Hein. C'est pas vulgarisé, mais n'importe qui peut lire ce chercheur, cet auteur, pour le peu que vous soyez attiré par la symbolique des couleurs. C'est un sujet qui m'a toujours intrigué, qui me passionne pas mal, surtout lorsqu'on parle de symbolique des couleurs au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, en fait, tout avait son importance, les couleurs, les tissus, les motifs, les matières, enfin bon, bref. Et dans les peintures, dans les enluminures, dans les tapisseries, le simple costume d'un personnage, donc que ce soit les couleurs, les motifs, des rayures, des carreaux, machin, le tissu, rien qu'avec ça, vous connaissez le statut, l'importance, le rôle du personnage. Enfin, quasiment tout le temps, hein, c'est systématique. Et je trouve ça hyper passionnant, la symbolique qu'il y a derrière. Donc j'ai eu l'occasion de feuilleter, de lire déjà des recherches de Michel Pastoureau, notamment sur le noir, puisque nos mémoires parlaient de la représentation de la nuit au Moyen-Âge dans les enluminures. Et en fait, quand on pense à la nuit, on pense à la couleur bleu foncé, on pense à la couleur noire, et je voulais voir ce que disait Michel Pastoureau sur le bleu et le noir. Donc j'avais lu un petit peu les études qu'il avait faites sur le sujet. Et là, donc, il nous a sorti un nouveau livre sur le vert. Et comme le vert est ma couleur préférée, j'avais envie d'en savoir plus. Donc je sais que c'est une couleur qui a été beaucoup décriée, notamment au Moyen-Âge. C'était la couleur des sorcières. Quand c'était un truc vert rayé, alors là c'était pire que tout, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, le vert c'est plutôt la couleur de l'espoir, donc il retrouve un petit peu ces lettres de noblesse. Mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir toute la symbolique d'une couleur selon les époques. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, de plutôt aller voir dans les grands formats pour les livres de Michel Pastoureau, puisque les images sont en couleur et en gros. Je sais que ces livres sont aussi réédités au livre de poche, mais il me semble que c'est en noir et blanc et que c'est tout petit, donc quand vous vous intéressez à l'histoire de l'art et aux couleurs notamment, si vous vous retrouvez avec des petites reproductions grosses comme ça et en noir et blanc, c'est quand même moins sympa. Donc je vous conseille plutôt les éditions du Seuil pour les livres de Michel Pastoureau. Voilà, le deuxième livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'est Bourbonnais de Pierre et de Lumière de Christiane Keller et Léonard Leroux aux éditions du Miroir. Alors ça c'est un vieux livre que j'avais jamais vu en rayon et en fait il est passé on devait le recoter puisqu'il passe en magasin. Donc magasin c'est la pièce où on stocke les plus ou moins vieux livres. Généralement c'est des vieux livres, des trucs plus trop consultés puisqu'ils sont plus en libre accès en fait. Il faut aller les chercher pour les étudiants s'ils nous les demandent. Ils sont plus en libre accès. Donc ce livre-là, il passe en magasin, il doit être recoté. D'ailleurs, c'est fait. Et c'est en recotant justement que je l'ai découvert et je me suis dit, il faut que je l'emprunte.
Alors pourquoi je m'intéresse à ce bouquin qui s'appelle Bourbonnais? Bah, tout simplement parce que je suis née dans le Bourbonnais. Mes parents vivent toujours là-bas et quand je vais en vacances, c'est dans le Bourbonnais, notamment à Bourbon-l'Archambault, qui donne son nom à la région. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout où est le Bourbonnais, c'est au nord de l'Auvergne, donc en plein centre de la France. C'est une région qui est assez mal aimée, malheureusement, et pourtant je trouve que c'est une région magnifique et qui a beaucoup à apporter culturellement parlant. Niveau décor, ça ressemble un petit peu à la campagne anglaise, je trouve. C'est un tout petit peu vallonné, mais pas trop, et il y a des bouchures, nous on appelle ça comme ça, un bourbonnais, c'est typiquement bourbonnais. C'est les haies entre chaque champ, c'est beaucoup d'élevage, il y a assez peu de culture. Voilà, donc c'est très beau, c'est très vert, il fait bon vivre, je trouve, dans le Bourbonnais. Donc j'avais envie de lire un livre sur le sujet. Donc là, on nous parle des églises, surtout beaucoup d'églises romanes, des châteaux, tout ça. Et je vais vous montrer juste vite fait une toute petite photo, enfin, une toute petite, des petites photos de ma région, enfin, de Bourbon-l'Archambault, qui était le fief des ducs de Bourbon, donc des anciens rois de France. Je vais le trouver, là, je vais le trouver. Voilà. Donc, hop, ça c'est l'ancien château avec ses 3 tours qui restent, avec les templiers devant. Voilà, donc c'est à 5 minutes à pied de là où habitent mes parents. Et du coup, je pars en vacances quand je vais en vacances. Enfin, en tout cas en Auvergne. Voilà. Si vous avez l'occasion, bah, allez faire un tour à Bourbon-l'Archambault, le château se visite. Il y a le musée aussi qui est assez intéressant, je l'ai visité l'été dernier, c'est un petit musée hein, mais c'est plutôt pas mal. Justement, il y a une énorme maquette du château, puisqu'avant la Révolution, le château comportait 16 ou 18 tours, je crois, avec des remparts, enfin, c'était absolument magnifique, à la Révolution tout a pété. Il y avait aussi une chapelle royale qui avait l'air absolument grandiose, et dans laquelle on trouvait des reliques, notamment un morceau de la couronne d'épines et, si je dis pas de bêtises, un morceau de la croix, je crois, en soi-disant, hein, voilà, relique que vous pouvez voir au musée, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc une région mal aimée, mal connue, et pourtant il y a quand même beaucoup de choses à voir. Et notamment aussi pour ceux qui préfèrent la nature aux monuments, vous avez la forêt de Troncé, c'est la plus grande chêneraie de France. Vous avez des arbres énormes, magnifiques, qui ont été plantés sous Louis XIV, je crois, il me semble. Enfin, les premiers arbres ont été plantés sous Louis XIV. Vous avez des chênes, notamment un, le tronc est tellement énorme qu'il faut que vous soyez 5 ou 6 autour du tronc à faire la ronde pour pouvoir faire le tour. Voilà, donc quelque chose comme ça, il y a plein de fontaines pour aller faire des vœux, c'est super joli, si vous voulez faire du vélo, de la randonnée, c'est plutôt sympa. Voilà, je m'arrête ici, je vous souhaite une très très bonne semaine, je ne sais pas quand je reviendrai en vidéo, certainement pour un point de lecture, je ne sais pas quand. En tout cas, si vous avez des conseils pour améliorer le son et l'image, n'hésitez pas, enfin, des conseils bon marché, je suis preneuse. Voilà, bonne lecture, bonne semaine, et j'espère à